Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, cette vidéo elle est un petit peu particulière parce que c'est la 800e vidéo sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Donc, c'est un anniversaire un petit peu particulier et évidemment, ça aurait mérité peut-être une vidéo un peu plus complète ou différente de ce que je vais faire. En fait, aujourd'hui, je vais répondre à pas mal de questions qui ont été posées dans les espaces commentaires au sujet du câblage. Donc je vais revenir sur ça parce que il y a eu pas mal de questions et vous savez que sur Wessenheim, le câblage a été refait pas mal de fois et suite à ces expériences-là, je suis encore amené à faire des modifications. Alors pour refaire un petit peu l'historique, le premier câblage que j'avais fait était un câblage en fil monobrin, mais c'était de la WG23 et je les avais torsadés. Et évidemment, ces fils-là ont posé des problèmes parce que je passais plus de courant que leur usage pour lequel ils avaient été prévus. Et donc ça marchait pas. Donc du coup, après, je l'avais changé, j'avais utilisé du fil de section beaucoup plus grosse pour faire les feeders, c'est-à-dire la partie en fait qui part des cartes de rétrosignalisation et qui vont sur le réseau. Et j'avais utilisé du câble en 1,5 mm² d'électricien que j'avais torsadé, parce que c'était ce qui était indiqué dans la norme. Le problème, c'est que les fils torsadés, sont pas du tout conseillés pour le signal DCC, pour plusieurs raisons. C'est que quand on fait des torsades, on va créer des phénomènes de capacitance et d'inductance, plus la longueur du câble qui vient apporter de la résistance. Donc on a un système qui est quasiment un système LRC et qui vient créer des déphasages et polluer en fait le signal DCC. Et ensuite, suite à aux recommandations et aux discussions que j'avais eues avec le commercial de Rocco et via l'intermédiaire de Maquettis, il m'avait proposé une autre solution, qui est la solution qui est préconisée par Rocco pour la topologie Z21, qui est d'une part d'alimenter tous les rails gauche, je crois, de mémoire, dans les rails droits, avec un feeder, c'est-à-dire un câble qui fait tout le tour du circuit et qui vient ensuite ponctionner sur le rail droit, et de l'autre côté, les câbles qui sortent des modules de rétrosignalisation, qui eux viennent ponctionner et alimenter les sections de voie. En fait, ce système-là, ça fonctionne très bien sur les petits réseaux, mais quand on a des grands réseaux, on a un problème qui apparaît et qui est assez, qui devient très très problématique pour plein de raisons, qui d'ailleurs est dû à la nature même du signal DCC. C'est que on peut avoir un léger décalage de la phase entre le signal du rail gauche et du rail droit s'ils ne parcourent pas le même chemin. Je m'explique. Le signal DCC, c'est un signal qui est symétrique. C'est un signal en courant continu pulsé qui est symétrique. C'est-à-dire que d'un côté, sur la première période, vous allez avoir le rail droit qui est en 0 volts et le rail gauche qui a le signal pulsé, donc le courant continu pulsé. Donc du coup, ça devient, c'est une succession de potentiels en fonction des messages DCC qui sont transmis. Donc quand on envoie le bit 1 en binaire, on a un potentiel entre le rail gauche et le rail droit qui est à 15 volts.
Et puis le signal 0, ben, on a 0 volts sur les deux voies, etc. Et puis ensuite, après, on inverse les phases. C'est-à-dire que d'un côté, on a 0, 15 volts, et ensuite, après, la phase suivante, ben, le rail qui était à 15 volts vient à 0, et le rail qui était à 0 volts passe à 15 volts et transmet le même message. Le tout sur donc 2 alternances. Et donc, du coup, c'est pour ça que on considère, en faisant des gros raccourcis, on assimile plus qu'on considère. Souvent, le DCC a un courant alternatif, ce qui n'est pas le cas. C'est du courant continu pulsé avec alternance de phase. Donc, du coup, si vous avez un câble qui vient alimenter le rail droit, qui n'a pas la même longueur que le câble qui vient alimenter le rail gauche, eh ben, vous allez avoir une dissymétrie qui va se créer entre le signal qui est envoyé sur le rail gauche et le signal qui est envoyé sur le rail droit. Alors, quand on a un petit réseau, c'est pas très grave. Mais quand on commence à avoir des kilomètres de câbles, alors, des kilomètres de câbles, ça commence à être excessif, mais même des centaines de mètres de câbles, là, ça commence à devenir très problématique. Quand en plus, l'ensemble des câbles sont donc découplés, c'est-à-dire que le signal est découplé entre le rail P et le rail N, que le rail N fait une boucle, en fait, sur l'ensemble du réseau pour réalimenter le rail droit de façon systématique, pendant que les sections de feeder qui partent des modules de rétrosignalisation et qui vont alimenter les modules bah, sont beaucoup plus courts que ce ring, et ben on a un effet de déphasage. Et cet effet de déphasage fait que, dans certains cas, soit les perturbations deviennent plus importantes que certains messages envoyés par le code binaire généré par la centrale, donc le signal DCC. Et donc on arrive sur des problèmes, soit des problèmes de détection fantôme, soit des problèmes de latence entre une alternance et une autre qui provoquent des dysfonctionnements, notamment avec les modules de rétrosignalisation. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de refaire le câblage de façon beaucoup plus sécurisée à ce niveau-là, parce que on a énormément étudié ça avec la conception du système de Mu-Junction, et en fait on a fait les tests et on s'est rendu compte que le premier poste, ou la première cause d'erreur quand on arrive sur des réseaux moyens ou grands, elle provient justement du câblage. Alors pour pouvoir remédier à ça, il faut absolument que la distance parcourue par l'alimentation rouge, du rail rouge, ou de l'alimentation P, ou l'alimentation J, parcourt une distance rigoureusement identique, ou tout du moins au maximum identique à celle de l'autre rail alimenté par la centrale. C'est pour ça qu'on préconise d'utiliser un feeder, un câble feeder, comme ceci, où le canal rouge et le canal noir sont solidaires les uns des autres, donc parcourent le même chemin à quelques dizaines de millimètres, quelques dizaines de centimètres, en fonction de la configuration de vos droppers. Et donc, comme ça, on est sûr que le signal ne va pas être déphasé entre le canal rouge et le canal noir. Alors, entre J ou K, entre P et N, ça dépend de la façon dont vous voulez appeler les deux connecteurs du signal DCC. Donc, c'est la raison principale pour laquelle, effectivement, je vais refaire à nouveau le câblage sur Witsenheim et que j'ai commencé à faire sur l'extension, pour justement que les bus qui quittent les cartes de rétrosignalisation soient exactement appairés, en fait, entre le rouge et le noir,
pour ne pas créer de phénomène de déphasage. Ensuite, en ce qui concerne les torsades, ben, en fait, là, j'ai plus besoin d'en faire. Pourquoi? Parce que le câble lui-même va avoir, pendant tout le déplacement et sa mise en place, va légèrement se torsader. Il n'y a pas véritablement besoin de le faire. Donc, du coup, c'est ça l'intérêt. Donc, ce feeder, ce sont deux pôles, donc rouge et noir de 1,5 mm². Et puis là, autre avantage aussi, c'est que je n'utilise pas du monobrin, ce qui avait été le cas avec les câbles d'électricien, mais j'utilise du multibrin, et donc du coup, j'ai dans le câblage même du multibrin des protections qui sont beaucoup plus adaptées. J'évite d'avoir des phénomènes d'harmonique sur la propagation de mon signal. Donc, ça, c'est la première raison qui fait que effectivement l'ensemble du câblage va être refait de A à Z avec cette technique-là. Ça va avoir aussi une autre conséquence, c'est que du coup chaque section de voix, hein, sur la vidéo précédente que je vous remets là, où je vous parlais de la différence entre section et canton, chaque section de voix étant isolée les unes des autres, et du coup, chaque section est réalimentée parfaitement par un signal qui correspond au signal de sortie de la carte X-Track, qui est donc la carte d'alimentation des sections de voix, et qui fait aussi office de rétrosignalisation. Alors ensuite, après, on m'a posé une question qui est très intéressante, c'est on m'a dit, mais alors, pourquoi mettre un feeder de 1,5 mm² pour ensuite, après, repartir sur des droppers de 0,5 mm². Alors en fait, la chose est très simple, c'est que quand on fait le transit d'une alimentation sur longue distance, au plus la section de câble est grosse, au moins on a de la déperdition, au plus le signal est protégé. Donc la différence entre le dropper et le feeder, le feeder il sert à amener le signal de la centrale, donc de la carte de rétrosignalisation, vers le point de pontage, en fait, de piquage qui va permettre d'alimenter les voies. Et puis pour pouvoir souder aux voies, c'est plus simple de souder un câble de 0,5 mm² qu'un câble de 1,5 mm², déjà de base. D'autre part, il y a un autre principe qui est que le goulot d'étranglement doit jamais se trouver au départ, mais doit se trouver à la fin. C'est-à-dire que la capacité à pouvoir drainer du courant, donc de l'ampérage, est limitée section par section, hein, donc on a environ 3 ampères par section, et donc du coup, pour pouvoir transiter ces 3 ampères, on a la voie qui, elle, a une certaine section, et donc ne risque pas de provoquer de l'échauffement. Ensuite, après, on a un dropper qui permet justement de pouvoir passer sur une quinzaine de centimètres ces 3 ampères sans risque d'échauffement. Et puis pour pouvoir se balader d'un point A à un point B du réseau en parcourant une dizaine de mètres, et là, on a un câble de section plus grosse qui fait qu'on évite la déperdition d'énergie et le risque de perturbation du signal, comme j'ai parlé en introduction de la vidéo. Donc, c'est toujours le principe que l'endroit où arrive le courant doit être l'endroit le plus limitant par rapport à l'endroit qui fournit le courant. L'autre chose aussi très importante par rapport au changement d'état d'esprit, par rapport à ce que font Lens, Roku et toutes les centrales à l'heure actuelle, c'est que eux, ils partent du principe qu'ils vont détecter une consommation de courant sur place. Donc ça oblige d'une certaine manière à mettre les détecteurs de présence le plus proche de la section. Nous, on a décidé de changer complètement la façon dont on va détecter en fait un consommateur. C'est-à-dire qu'on se dit, au lieu de compter les électrons, enfin de compter la consommation à travers ce qui est consommé sur les rails, on se dit c'est beaucoup plus simple de compter combien d'énergie la centrale donne à la section par rapport à une situation normale. Et donc du coup, l'énergie qui permet justement, enfin la différence de potentiel et la différence de consommation entre un état
où il n'y a pas de consommation et un état où il y a de l'ampérage qui est tiré, c'est plus simple de le faire en amont que de le faire en aval. Donc du coup, sur les cartes de rétrosignalisation et d'alimentation extract, bah, quand une des 8 sorties fournit du courant, on sait exactement combien il fournit de courant en amont. On n'a pas besoin de se dire, bah, on a détecté un consommateur de courant à travers un système de diodes qui va permettre de pouvoir extraire la différence de potentiel, etc. C'est-à-dire, en gros, un réseau de diodes avec une résistance en parallèle, qui est le circuit de base et le moins onéreux, mis en place pour la détection. Nous, au contraire, on va changer notre braquet et on va dire, bah, le système connaît déjà combien il fournit avec un système de comptage directement dans l'électronique de base. Ce qui fait que, du coup, notre détection est beaucoup plus protégée des risques, des aléas, de perturbation d'une section à une autre, notamment. Mais pour ça, il faut avoir un câblage qui soit très rigoureux. Et j'en reviens donc au choix de ce connecteur, enfin de ce câble bipolaire rouge-noir de forte section. Forte section à 1,5 mm² hein, par 2, qui justement nous permet de dire, bah voilà, on sait exactement quel volume d'énergie on a donné à la section, et donc du coup on peut en déterminer pas mal de choses. Je vous en ai déjà parlé à ce niveau-là, je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, donc ça c'est la deuxième réflexion et le deuxième complément d'information par rapport au câblage que je voulais vous donner. Ensuite, après, il y a une autre question qui est, plutôt remarque de gens qui ont dit oui, mais comment ils vont réussir? Alors, moi, je suis pas là aujourd'hui pour vous dire comment ça va être fait, hein, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une chose qui est très fréquente, c'est que quand on est face à un système comme le système DCC qui existe maintenant depuis 40 ans, bah là on a deux attitudes. Soit on considère qu'on fait comme tout le monde, et bah après tout, si tout le monde l'a fait, c'est que ça marche. Et dans la plupart des cas, ça marche. Sauf que si vous avez suivi un petit peu l'activité de la chaîne, et notamment l'ensemble de ce qui a été décrit dans la playlist digitale, ça marche pas si bien que ça. Et il y a quand même pas mal de problèmes. Et pour des petits réseaux, ça peut sembler superflu. Pour des réseaux qui commencent à devenir un peu plus compliqués, et notamment les réseaux qui vont utiliser et qui ont besoin de la MFAO pour pouvoir gérer les trains et les faire circuler de façon sécure, eh ben, on se rend compte que le système DCC tel qu'il est et l'architecture DCC telle qu'elle est actuellement comporte d'énormes failles, et que ces failles sont des causes soit de dysfonctionnement, soit effectivement de problèmes qui n'avaient pas été anticipés au moment de la création de la norme DCC. Donc, du coup, la vraie question, c'est pourquoi personne jusqu'à présent ne s'est attaqué à ce problème. Et comme je vous le disais dans une des vidéos au sujet du digital, les fabricants ne s'en sont pas préoccupés, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'ils ne savaient pas le faire, ils s'en sont pas préoccupés parce que ce n'était pas leur cible commerciale. Je tiens à rappeler que la conception du DCC, c'est un petit réseau avec 8 contacts de rétrosignalisation ou 16 contacts de rétrosignalisation, 8 aiguillages, 8 effecteurs, etc. 4 trains qui roulent simultanément. Donc du coup, la problématique des grands réseaux, c'est pas leur problématique à eux. Donc ils n'ont pas conçu un système fait pour les réseaux importants, bien qu'ils vous promettent. Mais bon, je ne vais pas revenir sur ce débat. Donc, je vous invite à voir toutes les vidéos de la playlist digitale, de la première jusqu'à celle-ci, pour pouvoir revoir l'historique de la réflexion par rapport à ça. Donc, c'est vrai que, fort de l'expérience qu'on a eue et des retours qu'on a pu avoir avec des modélistes qui ont des réseaux importants, eh ben, on s'est dit, on ne peut pas changer la norme DCC, on ne peut pas obliger
les fabricants, enfin les modélistes à changer tous leurs décodeurs avec un nouveau système. Donc, dans le système actuel, comment on va pouvoir l'expurger tous les trucs qui sont foireux et reprendre un système de A à Z tout en respectant la norme DCC et les RCN de la NMRA pour permettre d'une part un système beaucoup plus versatile, beaucoup plus souple, et surtout qui permettent de corriger certaines erreurs structurelles du DCC pour les petits, mais surtout pour les moyens et les grands réseaux. Voilà, donc je ne vous refais pas toute l'historique de pourquoi, comment, MuJunction, etc. Là, il y a la chaîne, et je vous invite à vous abonner à la chaîne de MuJunction si ce n'est pas déjà fait, pour voir au fur et à mesure les vidéos qui vont sortir, et les explications, etc. Voilà, donc c'était une petite vidéo, je vais m'arrêter là parce que c'était vraiment pour de l'explication au niveau du câblage. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne Bienvenue à Wissensheim, ça fait énormément plaisir. Là j'ai eu pas mal de naissances dans mon établissement, donc mon planning était complètement totalement bouleversé, donc je vais essayer de refaire tout ce que j'avais prévu. Ce week-end je devais bosser sur Nomade et j'ai eu des naissances, donc ça a été un petit peu problématique. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours dans les tuyaux. Voilà, moi je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!